Avant de commencer la vidéo, je voulais faire un petit coup de pub non sponsorisé, non rémunéré, mais qui me tient à cœur parce que je participe à ce projet. Il s'agit d'un festival littéraire qui s'appelle Bruit de Langue qui se déroulera du 4 au 8 mars à l'université de Poitiers, à Poitiers. Grosso modo, il s'agit d'un festival qui vise à mettre en avant des invités qui sont des auteurs, des autrices francophones ou internationaux, internationales, dont l'œuvre a un grand intérêt, que ce soit au niveau artistique, au niveau littéraire, stylistique, mais également au niveau de son engagement, de ses revendications, parce que ça fait souvent écho à des enjeux qui bousculent la société contemporaine, qui peuvent ouvrir des débats sur des réflexions qui nous animent en ce moment, comme la question du féminisme, le militantisme, ou encore les violences conjugales. On va aborder le rôle de la littérature dans tout ça pour mettre en avant ce genre de sujet et sensibiliser à ça. Mais on va également explorer d'autres parties créatives de la littérature, que ce soit au niveau de la poésie, du fanzine, de la BD, mais également du théâtre avec des représentations, des spectacles, de lecture orale, de mise en scène. Vous trouverez tout sur le compte Instagram de Bruit de Langue, leur site internet. Je vous mettrai les sites en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un œil parce qu'il y aura le programme en détail avec les invités également en détail et peut-être que ça peut vous intéresser. C'est un festival qui est assez particulier parce que c'est en partie organisé et animé par des étudiants, des étudiantes dont moi, voilà. Avec mes potes également, on tient le stand librairie, voilà. Où vous pourrez venir pendant toute la semaine acheter les ouvrages des invités, parfois dédicacés. Non mais elle est trop bien notre banderole, non franchement, elle donne trop envie. Et on a également une banderole café, parce que ce sera une librairie café, donc il y aura un côté café, où vous pourrez déguster des petits gâteaux trop bons avec du thé, du café ou je sais pas quoi. Voilà, ce sera cocooning, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil. Et en plus, c'est pas tout, parce que pour accompagner votre achat, on vous offrira des petits marque-pages comme ça, en origami, que vous pourrez mettre comme ceci, voilà, c'est trop beau. Et ce sera avec du meilleur papier, parce que là c'était un papier un peu brouillon, c'est pas vraiment adapté pour de l'origami, mais on vous en offrira avec du papier origami, avec des motifs, mais dinguissime, magnifique, incroyable. Mes potes ont grave bien géré les marque-pages parce que moi j'en fais pas parce que je suis trop nulle. Du coup n'hésitez pas à venir, prendre vos petits marque-pages, faire un tour, venir discuter avec nous et peut-être qu'on se retrouvera là-bas. Voilà, salut! Hey! Bienvenue dans un nouveau vlog lecture sous les bruits extérieurs de travaux près de ma chambre, donc je suis vraiment désolée pour l'embarras sonore. J'ai essayé de compenser tout ça avec la douceur de ma voix. Aujourd'hui on est le mercredi 21 février et normalement j'aurais dû sortir une vidéo aujourd'hui pour respecter mon rythme d'une vidéo hebdomadaire, mais ces derniers temps j'ai vraiment pas eu le temps de tourner une vidéo parce que ça a été la noyade sous plusieurs charges, voilà. Je suis pas encore sortie d'affaires mais ça me manquait de tourner une vidéo et surtout que ça fait quelques temps que j'ai beaucoup de personnes qui viennent s'abonner à ma chaîne et du coup je voulais vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue et adresser mes plus sincères et tendres remerciements pour l'intérêt que vous accordez à ma petite chaîne, à mon petit cocon littéraire. Et si c'est le premier vlog que vous voyez sur ma chaîne, j'espère que vous passerez un très bon moment, même si ce sera pas une vidéo aussi travaillée sûrement que les autres vidéos sur ma chaîne, mais voilà, comprenez-moi, c'est un peu compliqué en ce moment et je voulais un peu retourner ce safe place, voilà, où j'ai la maîtrise de tout, où normalement tout se passe bien, où je parle avec des gens hyper chaleureux, hyper accueillants, même si c'est le cas dans la vraie vie. Mais bref, au programme dans cette vidéo, j'ai bien envie de parler d'un festival dans lequel j'ai été bénévole pendant ce week-end et c'est également pour ça que j'ai pas pu tourner de vidéo pour cette semaine-là. Je vais également parler de mes lectures que je vais sûrement effectuer et présenter plus en détail dans cette vidéo-là. Du coup, je voulais vous parler du festival dans lequel j'étais bénévole, c'était le festival Pictasia, qui est un festival autour du manga, de la Japan animation, des dessins animés en général aussi, des jeux vidéo, du cosplay, de la culture asiatique, japonaise. Peut-être que vous en avez entendu parler si vous baignez un peu dans cette sphère parce que le festival a accueilli l'un des acteurs du live action de One Piece qui est Steven John Ward qui a joué Mihawk. Voilà, du coup c'était quand même assez stylé. Et c'était marrant parce que le pôle où je travaillais c'était le pôle des invités mangaka français. C'était juste à côté de là où dédicacé, du coup je l'ai vu pendant tout le week-end. À un moment donné t'es un peu blasé parce que t'es surtout concentré sur la fatigue que tu ressens dans ton travail. Là c'est surtout mon côté blasé qui parle, mais je voulais surtout vous parler et vous montrer les créations d'artistes qui étaient hyper talentueux. Ce que j'ai adoré dans ce festival là, c'est que la plupart des stands étaient tenus par des créateurs, des créatrices, donc c'était leurs propres produits qu'ils avaient eux-mêmes fait main, qui étaient mis en avant, et il y avait très peu de stands de dropshipping, de trucs AliExpress, d'arnaque ou je sais pas quoi. Du coup ça faisait tellement du bien et ça m'a permis de découvrir une multitude de créateurs, de créatrices qui étaient tellement talentueux. Et en fait même si vous aimez pas le manga, le cosplay, vous baignez pas dans ce genre d'univers,
mais il y avait des stands d'artistes d'illustration qui pouvaient vous satisfaire parce que ça reprend un thème qui est assez général, comme l'astrologie, comme les créatures fantastiques, comme les trucs hyper cocooning, hyper chaleureux, hyper douillés, tu vois, hyper mignons. Et du coup ça pouvait faire votre bonheur. Je trouve que c'était vraiment diversifié. J'ai pas fait beaucoup d'achats, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté pour mettre en avant des artistes qui ont fait mon bonheur, voilà. Et puis aussi, même si c'est surtout des trucs en rapport avec des mangas et tout, peut-être que le style peut vous parler, peut-être que ça va attiser votre curiosité. L'une de mes plus belles rencontres, c'était un stand d'artistes qui était super fan de One Piece. On a beaucoup parlé de One Piece. La personne a relevé mon super tatouage. Je pourrais disserter pendant des heures sur le symbolisme de ce tatouage selon moi, mais je vais pas le faire maintenant, sinon ça va être une catastrophe. C'était trop bien parce qu'avec cet artiste, on a parlé du côté très humain, très naturel au niveau relationnel dans One Piece, au sein de l'équipage principal qu'on suit, parce que ce sont des moments où tu suis les tranches de vie des personnages, des liens qu'ils tissent et qu'ils développent de manière hyper naturelle, spontanée, subtile et très attendrissant. C'est représenté notamment par ce fanart qu'elle a choisi de faire de Sanji qui est en train de couper les cheveux de son capitaine Luffy. Tu sais, c'est des petits moments banals comme ça qui pour moi déterminent, renforcent la profondeur de mon amour, de mon attachement pour ces personnages-là, parce que c'est juste une manière hyper naturelle de montrer à quel point ils tiennent l'un à l'autre, à quel point ils se soucient l'un de l'autre. Plus c'est banal, et plus ça me fait fondre. Et du coup c'est la vie, c'est un trésor. Et puis aussi avec deux petits stickers. Alors celui-là c'est avec du coup Luffy et Usopp qui sont best bros. On a pu parler également de la richesse, de la personnalité, du développement de Usopp, qui est un personnage très réaliste dans le sens où il est pas si courageux, pas si fort physiquement que les monstres que représentent les autres personnages de One Piece. Voilà, eux ils sont d'un level, c'est inatteignable humainement parlant. Et Usopp c'est quelqu'un qui est plus peureux, qui manque plus de confiance en lui, qui compense ça avec des mensonges outrageusement exagérés, mais dans des moments clés, il montre une forme de courage, mais ça te mind blow le cerveau en fait. C'est hyper inspirant parce que t'es en mode tu peux être comme lui. Et il montre un amour et un respect, une dévotion pour son équipage qui pour moi ça fait pas du tout pas figure face à ce que les autres sont capables de faire. Et là c'est juste lui en train de chiller avec Luffy en train de voilà de pêcher. Et c'est trop mignon. Je vous ai dit encore les petits moments banals, c'est trop bien. Et celui-là c'est pas de One Piece, mais c'est la première fois que je vois un goodies, un fanart de ce manga là en France. Et c'est ça en fait d'ailleurs quand je vais le montrer avec les autres goodies, c'est que il y avait des goodies d'œuvres, de franchises qui sont assez sous-cotées en France je trouve, et qu'on retrouve pas forcément dans les conventions, parce que dans les conventions au niveau des artistes, même des stands de dropshipping, ça met surtout en avant les œuvres les plus populaires, les plus en tendance. Et là du coup je trouvais mon bonheur pour des œuvres, pour des personnages qui sont pas forcément mis en avant et pour lesquels j'adore, je vois un amour inconditionnel. Par exemple Yotsuba, du manga Yotsuba, c'est un slice of life où tu suis une petite fille avec son père qui va déménager de la campagne à la ville, et du coup tu suis comment la petite Yotsuba elle s'adapte à la ville. Enfin en fait elle s'adapte même pas, elle va rester naturelle, elle va continuer à adopter son mode de vie qui est hyper rafraîchissant, hyper relativiste, hyper simple, hyper drôle dans un cadre urbain. Et c'est trop drôle parce qu'elle est tellement pure, et le nombre de fois où j'ai chialé de rire, mais c'est incroyable. Et aussi c'est juste tellement adorable, et le fait d'avoir un sticker de Yotsuba, mais merci à cet artiste. Pour ceux qui écoutent seulement mes vidéos, là je mets en même temps les noms des artistes parce que ils le méritent quoi. Ensuite le deuxième et dernier artiste dont j'ai acheté des trucs, j'arrivais pas à y croire, merci. Mais merci. En fait, il y a une œuvre que j'adore, il s'agit de Chingwan Sefu ou Heaven Official's Blessing, qui est une œuvre de fantasy chinoise, boys love, très connue. Et j'adore cette œuvre, ça doit être mon œuvre de roman favori, limite, pour plusieurs raisons. Parce que le cast des personnages secondaires, c'est d'une qualité, c'est d'un développement incroyable. En fait, il y a plein de petits détails qui développent de manière hyper subtile, encore une fois, les personnages, leur background, leur destin hyper tragique qui te fait souffrir les morts. Bref, en général, en France, quand tu vois des goodies, des illustrations en rapport avec cette œuvre-là, c'est autour de la romance principale qui est du coup Shen et Hwa-Chang, parce que c'est la relation principale, c'est les deux protagonistes. Évidemment que voilà, c'est la relation qui a vraiment rendu populaire l'œuvre. En plus, c'est de la romance, du coup, c'est vraiment apprécié
apprécié par tout le monde sauf les cœurs de pierre comme moi. Mais en fait les relations secondaires je les adore parce que c'est tellement tragique et c'est tellement beau, les fan family, les amitiés qui sont hyper développées. Du coup sur ce stand là j'ai trouvé des stickers de personnages, de relations de personnages que j'adore. Il y en a un, je suis tombée sur lui, c'est Banue et Peisho je crois. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est rien, mais en gros c'est un peu comme une petite sœur avec un grand frère. Ils se protègent mutuellement, ils cachent leurs crimes de guerre mutuellement pour se protéger, c'est trop mignon quoi. Voilà. Et enfin Shooting Xuan et Ming-Yi qui est ma relation préférée de l'œuvre. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que je peux déblatérer sur eux pendant des milliards d'heures. Mais en gros c'est une amitié Grumpy Sunshine avec un asocial, un constipé émotionnel qui fait que bouffer dans son coin et une extravertie qui l'a adopté et c'est une amitié qui te fait ressentir énormément d'émotions et je vais pas rentrer dans les détails évidemment mais j'ai jamais été aussi bouleversée par une relation que par la leur. Voilà, c'est pour vous dire. Et sur le même stand, parce que c'est pas fini, j'étais en mode ah bah super, des stickers pas du tout chers, genre 1€ chacun, voilà il me reste plein d'argent. Et puis ensuite je tourne un peu dans l'angle de ce stand là et je tombe sur des de tote bag, de t-shirts à l'effigie de personnages trop cool et surtout d'un personnage en particulier que j'adore dans un design qui est trop cool et j'étais en mode est-ce que j'achète? Et je me suis dit bah oui évidemment. J'ai acheté le tote bag de Bakugo dans My Hero Academia. C'est une œuvre dont j'ai parlé dans un de mes derniers vlogs, dans une vidéo update lecture je crois le plus récent de janvier. C'est trop classe je trouve. Il y a un flow de malade. Il y a sa petite bouille toute grincheuse et là ça se voit pas trop, tout grumpy que j'adore, que j'ai adopté très vite. My Hero Academia c'est une œuvre coup de cœur de ma fin d'année 2023 et Bakugo c'est un personnage coup de cœur également. C'est le personnage le plus populaire de l'œuvre et en général moi j'accroche pas trop tu vois avec ce genre de personnage parce que tu t'y attends déjà à l'aimer, à ce qu'il ait un super développement, du coup il y a moins cette impression de surprise, du coup ça va amoindrir un peu mon bouleversement pour un personnage. Mais Bakugo, quand tu crois que l'auteur il a déjà développé de manière hyper génialissime son personnage, il va encore plus loin. Tellement ce personnage il recèle de surprises, de trésors, de richesses, de nuances. Il a un développement de malade qui est super humain et il part de loin parce que c'est un harceleur de base. C'est quelqu'un qui traite le protagoniste comme un déchet, comme un faible. Il lui dit carrément d'aller se tuer parce qu'il est faible. Tu vois comment il arrive à se déconstruire pour se reconstruire de manière plus saine, également dans ses relations avec les autres et notamment avec son ancienne victime, sans genre demander le pardon, tu vois, c'est vraiment hyper fort et c'est toujours dans le respect de l'autre et dans une humanité retentissante d'empathie, de compréhension, d'émotion, de réalisme et c'est poignant. Et c'est magnifique. Je vous conseille My Hero Academia parce qu'il y a plein de ce genre de personnages hyper humains et c'est assez audacieux de développer d'anciens bourreaux. Et ce que je trouve fort aussi c'est que c'est pas des bourreaux qui semblent un peu éloignés de notre réalité, c'est-à-dire des meurtriers, enfin tu sais des gens que tu vas pas forcément côtoyer parce que bah, c'est assez rare que dans ton entourage t'es un meurtrier, un vrai meurtrier. Quand ça développe ce genre de choses dans la fiction autour de meurtriers et tout, ça semble assez éloigné de notre réalité et t'arrives à prendre de la distance. Mais là c'est un harceleur. Il y a un autre qui a été un père de famille abusif avec sa femme et ses enfants et la manière dont l'auteur va réussir à les faire évoluer sans forcément oublier leurs actes passés, tu vois, sans forcément également délégitimer la souffrance des victimes et les conséquences psychologiques que ça a eu sur eux, bah c'est très fort, voilà. Et bref, ça fait longtemps, j'arrête de parler, mais en fait, du coup, pour découvrir ce tote bag, j'ai des petits badges que j'ai gagnés sur un stand. C'est un stand qui est super cool, il y avait des fanarts pas mal sexy, LGBT friendly. Il y avait un petit espace avec plusieurs badges de plusieurs œuvres que j'adorais, SNK, IQ, One Piece, Fruit Basket la vie, My Hero Academia encore une fois. Et en fait il y avait un écriteau qui disait qu'il y avait un blind test qui allait se dérouler et le gagnant ou la gagnante gagnerait 5 badges gratuits. Je me suis dit pourquoi pas participer parce que blind test, opening, ending d'anime c'est un peu ma cam tu vois, je suis en mode je n'ai aucune culture en variété française mais si c'est des opening, ending d'anime franchement j'ai mes chances. On n'était que 4 et
sans m'en vanter, je les ai quand même pas mal rétamés. En vrai c'était trop cool parce que j'ai bien discuté avec une autre participante de IQ notamment et c'était trop cool, elle était adorable et je suis d'accord qu'on va plus sûrement jamais se revoir parce que j'ai oublié sa tête. Du coup je suis désolée mais c'était trop cool et surtout que le blind test c'était assez challengeant parce que de base j'avais peur que ce soit juste des trucs en mode oui voilà c'est One Piece, c'est Naruto, enfin tu sais les grands noms avec les openings, les endings hyper en tendance en ce moment, du coup c'est hyper facile à deviner. Mais non en fait ils sont vraiment tout mélangés, que ce soit des génériques beaucoup plus récents et c'était un peu des points cadeaux tu vois, et des génériques qui remontaient, c'est des génériques qui datent et qui rendent nostalgique. Du coup la plupart j'ai essayé de deviner et je chantais en même temps, j'étais ah ça aussi c'était trop bien, bref et c'est trop cool et du coup bah j'ai gagné et du coup j'ai gagné 5 bases, j'étais trop contente. Ça a été très difficile de les sélectionner parce que comme je vous l'ai dit il y avait beaucoup d'œuvres que j'adorais, j'avais l'impression de devoir choisir entre mes enfants tellement il y avait des personnages, j'étais mais lui je l'aime trop, c'est mes soleil. Déjà bah du coup de My Hero Academia pour décorer mon tote bag de Bakugo, du coup j'ai pris bah, mes enfants, voilà, je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas du tout. Mais par exemple celui-là, c'est Tamaki Todoroki. Lui c'est limite je crois le deuxième personnage populaire dans My Hero Academia. J'ai pris l'antagoniste principal Shigaraki. J'ai pris les badges évidemment de Free Basket parce que Free Basket la vie. Si vous voulez je vous mets une vidéo dans la barre d'infos où je parle de Free Basket. C'est Yuki et là c'est Ayame qui sont des frères. Et ça c'était un marque-page gratos sur un stand de manga de Slam Dunk, voilà, du film. Je suis allée le voir au cinéma et j'ai putain d'adoré. En fait ça reprend le dernier match de basket du manga, mais ça a changé du point de vue pour développer un autre personnage en dehors du protagoniste. C'est parmi les mangas qui ont posé les bases de mangas de sport au Japon et ça a aussi permis de populariser le basket dans la société japonaise. C'est un truc de dingue. Et ça mêle le sport avec le développement psychologique et très humain des personnages. Et ça se sent dans le film qui a un côté assez contemplatif parce que tu sens à quel point l'auteur a un talent pour accentuer sur l'humanité de ses personnages de manière grandiose, de manière assez émouvante. Waouh, j'ai déjà énormément parlé, juste pour vous parler, pas du tout de livre. Mais on va passer au livre si vous n'en avez pas déjà marre de moi. Mais voilà, c'est des mangas qui me passionnent, je suis désolée, j'ai pas résisté à l'envie de sauter sur cette occasion-là pour vous en parler. Alors, on va enfin parler de livres, les livres que je voudrais lire et vous présenter dans cette vidéo-là si j'aurai le temps de le monter et si c'est pas trop long. Aujourd'hui, dans le cadre d'un de mes cours en master, on allait visiter une petite médiathèque. On a pu visiter un peu, j'avoue que je suis allée un peu farfouiller parce que bah, on peut pas s'en empêcher, on voit des livres évidemment qu'on veut un minimum explorer, enfin bon là j'ai un peu trop exploré au lieu d'écouter la bibliothécaire qui parlait, mais voilà. Et je suis tombée sur un titre qui m'a interpellée et j'ai pas pu m'empêcher d'emprunter tous les tomes. Il s'agit du Petit Monde de Machida de Yuki Ando. Alors déjà les couvertures tu te dis c'est trop mignon, voilà il est trop mignon. C'est des trucs aquarelles, pastel, machin truc, je sais pas quoi, j'ai pas du tout de vocabulaire, je suis désolée. Mais alors le résumé, j'ai déjà eu un coup de cœur pour le résumé. En gros, apparemment aussi Machida, qui a pas vraiment de talent particulier selon lui, c'est-à-dire il n'y a pas de matière de prédiction à l'école ou quoi. Et du coup il se dit bon bah voilà j'ai aucun talent, contrairement aux autres qui l'adorent. Et pourquoi? C'est juste parce que Machida c'est quelqu'un de gentil. Il rend service, il prend soin des autres à travers des actes qui sont très naturels, très spontanés, qui démontrent une gentillesse, un altruisme qui est désintéressé, qui est sincère et qui leur fait du bien en fait. Ça me donne envie de pleurer parce que genre la gentillesse des personnages c'est quelque chose qui me touche énormément, surtout maintenant parce que bah, avant je trouvais que c'était un peu une qualité par défaut en mode bah évidemment que le protagoniste est gentil mais ça dépend comment c'est délivré tu vois, ça dépend à quel point c'est naturel, à quel point c'est pas forcé et j'ai l'impression que ici ça va montrer à quel point la gentillesse irréfléchie, la gentillesse juste comme ça, hyper spontanée, ça peut aider des gens, ça peut illuminer la vie de gens. Et le fait que ce soit quelqu'un qui, paraît-il, est banal, tu vois, qui a pas forcément de points forts hyper mis en avant ou quoi, mais juste qui est gentil, et ben je trouve que ça suffit et qu'il faut pas forcément en demander trop à une personne, que si c'est quelqu'un qui arrive à aller vers les autres pour juste les aider, pour voilà, faciliter leur quotidien ne serait-ce qu'un instant, sans arrière-pensée, sans rien attendre en retour, je trouve que c'est déjà énorme et que rien que pour ça, cette personne elle a beaucoup de mérite. J'ai trop hâte et j'espère pouvoir vous faire un retour. Je suis tech parce que ça dit que c'est une série en 7 tomes mais là il n'y avait que des 6 tomes de disponibles.
Bref, toujours dans de la littérature asiatique, cette fois-ci taïwanaise, du coup j'ai emprunté à la médiathèque des albums de Jimmy Liao. J'en ai parlé dans un de mes vlogs lecture spéciale, graphique et tout. Voilà, du coup je vous laisse aller voir un peu ce que je dis de Jimmy Liao. Ici c'est 3 doudous qui ne voulaient pas dormir. Alors c'est écrit par Sin Taylor, du coup pas par Jimmy Liao, mais c'est illustré par Jimmy Liao. C'est pas vraiment l'œuvre qui m'intéresse le plus parce que c'est pas écrit et scénarisé par Jimmy Liao, parce que c'est vraiment son monde qui m'intéresse, comment il décrit, comment il poétise tous les sentiments que peuvent traverser les humains, les enfants en particulier. Et ici ça a l'air trop mignon, c'est le poisson qui me sourit. Voilà, j'espère que ce vlog va être sympa pour vous parce que pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai pu vous montrer des goodies qui m'ont permis de parler de plein de mes œuvres préférées, et là je vais vous parler de lectures qui ont l'air trop cool également. Voilà, du coup j'espère que vous passez un bon moment et que tout va bien dans votre vie, même si ça peut être assez chaud. Moi personnellement 2024, bref, disons que heureusement que sur la chaîne pour l'instant tout se passe bien. Voilà, je vous retrouve plus tard pour de nouvelles aventures livresques. Hey, on se retrouve quelques jours plus tard, le mardi 27 février, dans un nouveau décor parce que je suis revenue chez mes parents pour une toute petite minuscule semaine de vacances. Je vais vous faire un petit EP de lecture avec au programme un manga, un album et un roman, donc c'est très diversifié et je vais essayer d'aller assez vite pour que le montage ne me prenne pas des heures, mais c'est sûr que ça prend des heures, mais ne me prenne pas trop longtemps et que je puisse sortir cette vidéo demain. Normalement parce que j'ai déjà une semaine de retard et demain ce serait bien que je sorte une vidéo pour voilà quand même rattraper mon retard, mais bon. Mais je suis trop contente parce que j'ai pu tourner une vidéo pour montrer 4 de mes mangas préférés dans la série de vidéos de ce genre là, et je suis trop contente parce que c'est des mangas qui me tiennent à cœur et j'ai trop hâte que vous le voyez, et bref voilà, on s'éparpille. Mais pour retomber sur nos pattes, en parlant de manga, j'ai lu du coup comme je l'ai dit Le Petit Monde de Machida de Ando Yuki, publié chez Akata. Je vous ai fait le pitch et je vous ai dit que vu le pitch ça me donnait déjà les larmes aux yeux parce que j'étais extrêmement sensible à ce genre de sujet qui touche à la gentillesse des gens, à la bonté d'âme qu'on prodigue aux autres et qu'on reçoit et tout. Enfin j'adore ce genre de message qui est hyper simple en fait et dans lequel on peut se reconnaître et on peut appliquer à notre échelle de manière très simple, et il faut juste faire l'effort et juste relativiser sur certaines choses. Alors ça n'a pas été un coup de cœur comme j'aurais espéré parce qu'il y avait trop de romance, il y avait beaucoup de développement dans ce genre de relation et c'est pas du tout un truc qui me parle, mais par contre ce qui me touchait c'était vraiment toutes les réflexions autour de la gentillesse, que ce soit au niveau des conséquences et tout, et voilà j'ai trop hâte de vous en parler tout de suite là. C'est à travers la rencontre des personnages avec Machida, à travers des liens tissés, qu'on va développer l'impact de la gentillesse de manière presque allégorique parce que ça va s'étendre même à des gens qui paraissent odieux, mais on prend quand même le temps de les comprendre, on sent qu'ils ont un potentiel pour évoluer, pour grandir et pour s'émanciper de ce genre de sentiments toxiques. Mais pour moi c'est un peu allégorique parce qu'en vrai dans la vraie vie t'as pas le temps pour ce genre de gens, tu vois. En vrai il faut que tu te préserves et il faut que tu penses d'abord à ta gueule au lieu de perdre ton temps à essayer de guérir des gens, tu vois, sinon c'est trop toxique, c'est trop malsain pour toi. Et du coup le héros il me rappelait pas mal Toru dans Fruits Basket, parce que Toru dans Fruits Basket c'est vraiment l'héroïne gentille par excellence, qui aime tout le monde, qui est prête à pardonner toutes les fautes et tout, c'est vraiment une sainte, tu vois. Et Machida il m'a un peu beaucoup rappelé ça, et ça montrait que la gentillesse c'est quelque chose qu'on donne et qu'on reçoit, et que quand c'est partagé en fait ça va se multiplier et ça va s'étendre d'une personne à une autre, parce que la moindre parcelle de gentillesse que tu vas prodiguer à quelqu'un, il va l'intégrer peut-être dans son quotidien ou dans ses habitudes petit à petit, et il va le décliner en une nouvelle forme de gentillesse qu'il va prodiguer aux autres. Ça rebondit de personne en personne, et c'est pour ça que c'est tellement important de donner et de recevoir de la gentillesse. Et c'est pareil en fait avec le héros, parce que le héros, Machida, c'est quelqu'un qui est très gentil, mais lui aussi va recevoir de la gentillesse. Ça montre qu'il arrive à être gentil parce qu'il a grandi dans un environnement où il se sentait aimé, accepté, et c'est parce qu'on lui a prodigué de la gentillesse qu'il arrive à être bon ainsi. Et c'était beau également parce que lui en fait, il arrive à voir les qualités des autres. C'est incroyable parce qu'il dit avec une sincérité qui est tellement brute que c'en est déroutant quand il apprécie les qualités de quelqu'un, même si c'est des qualités, tu sais, genre tu les vois pas forcément de toi-même parce que tu trouves que c'est banal ou que c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel à relever chez toi, mais dans les yeux de Machida, de quelqu'un d'aussi pur et qui arrive à voir la force des gens, c'était tellement beau de voir la perception des autres par lui, parce que c'est vrai que il y a des forces, genre il y a des qualités qu'on va pas forcément, qu'on va même peut-être traiter ça comme de la faiblesse parce que ça peut porter préjudice, ça peut te blesser ou quoi, mais à chaque fois il y a une force dans ce que tu peux ressentir et comment tu peux être, qui, même si voilà tu le remarques pas, mais en fait c'est une force
de courage, de gentillesse, de bonté ou quoi. Et le fait que Mathilda il le relève de manière hyper brute, tu vois, hyper directe, c'était tellement rafraîchissant. Et pareil, lui il se considère comme banal parce qu'il se dit bah en fait voilà, j'ai pas forcément de points forts, de skill particulier, mais en fait il voit que les gens l'aiment et ils sont autour de lui parce que bah il est gentil avec eux, il se soucie d'eux de manière hyper désintéressée. Petit à petit il est en mode bah en fait c'est vrai que peut-être que j'ai quand même quelque chose qui vaut la peine d'être accepté, d'être aimé par les autres. Et en fait ouais, peut-être que c'est ça mon truc, c'est d'être voilà, d'être gentil et d'aider les autres. Et c'est trop pur, ça le met sur un pied d'égalité avec les autres parce que même si il a un peu une aura d'allégorie en mec qui est hyper sain, qui prodigue de la gentillesse à tout le monde et tout, mais il est quand même sur un pied d'égalité avec les autres parce que lui aussi a besoin qu'on lui donne de la gentillesse pour évoluer comme il est. Et ça montre que même pour quelqu'un d'aussi fort, d'aussi généreux que lui, il peut puiser de l'inspiration dans la force des autres personnages parce qu'il le dit souvent qu'il s'inspire, qu'il admire les autres personnes parce qu'ils ont des forces que lui n'a pas. Et du coup voilà, ça montre que les humains en fait se complètent, qu'on a chacun nos faiblesses mais surtout qu'on a chacun nos forces et qu'on peut s'inspirer mutuellement et qu'il faut pas se rabaisser par rapport à telle ou telle personne parce qu'en fait ça se peut que même l'autre personne il voit en toi ce qui lui manque à lui en fait. Et il faut pas juste être jaloux quoi, faut juste, je sais pas, créer une connexion, se compléter, s'entraider. Il y avait aussi la question de la peur de tisser des liens parce que au final quand tu tisses des liens c'est un peu comme une forme de lâcher prise, d'abandon de soi. T'es prêt à peut-être sacrifier une partie de ton confort pour arriver à créer une connexion avec quelqu'un d'autre au risque d'être déçu et de se sentir seul parce qu'au final bah, ce lien là c'est pas aussi fort que tu pensais. Il y a un moment qui est très fort, ça dit que se sentir seul, genre la solitude, c'est pas quelque chose qui naît quand t'es seul en fait, c'est quelque chose quand t'as rencontré des gens et que à ce moment-là, bah tu te retrouves seul et tu te dis ah putain là j'aurais pu être avec les gens en fait. C'est ce manque-là que tu ressens après avoir goûté à la présence des autres qui fait que ça forge ta solitude. Et c'était très beau et c'était très vrai et c'est vrai que c'est un risque à prendre quand tu te lies avec les autres parce que y a toujours ce risque de forme de déception, d'insatisfaction et même d'abandon. Et quand tu connais ça, ça peut être assez douloureux, assez violent, mais malgré tout c'est un risque qu'on doit prendre parce qu'on peut pas attendre que les autres viennent vers toi, fassent des efforts. Il faut que les efforts soient mutuels et que toi si tu fais un pas vers l'autre personne, mais à ton rythme. Et par ailleurs dans le thème de ces rapports avec autrui, ça a également rappelé l'importance de la tolérance avec les autres. Il faut qu'on soit tolérant avec chaque personne, avec chaque parcours. Faut pas qu'on impose notre vision du bonheur ou notre vision d'appréhender telle ou telle situation à quelqu'un d'autre. Faut pas qu'on juge et faut pas qu'on impose notre manière de grandir et de nous libérer de certains des problèmes aux autres parce que ça donne l'impression en fait qu'on les invalide. On peut les aider sans empiéter sur leur liberté de choix et juste en étant présent. Et du coup en vrai j'aurais bien aimé que ça développe un peu plus sur ce point là. Il y avait même des moments où j'étais pas d'accord avec le héros, tu vois, parce que je trouve que ça appelait une tolérance beaucoup trop extrême et que ça laissait un peu certaines personnes dans la merde. Mais ce qui est intéressant c'est que du coup ça me permettait d'appréhender, d'ouvrir d'autres réflexions que j'aurais pas eu, de remettre en question certaines de mes convictions, peut-être de les nuancer également, et du coup ça peut ouvrir à débat et ça permet d'avoir de nouvelles approches sur notre manière de se comporter avec les autres, avec nos proches. Et enfin il y avait également un chapitre qui m'avait marqué, c'était sur l'obsession de l'amour passionnel parce que bah en fait c'est dans les fictions et tout, on met en avant l'amour passionnel comme l'incarnation suprême du bonheur, comme la vraie image de l'amour avec un quanta. Ça a rappelé que juste les petites marques d'affection, de sollicitude éparpillées, même d'affection éphémère, tu vois, par une personne qui restera pas dans ta vie pour toujours, ça peut être tout aussi important pour toi pour avancer, pour faire ne serait-ce qu'un pas dans la vie, pour même te sentir mieux, pour alléger un peu le fardeau de tous tes problèmes et tout. Et c'est tout aussi significatif que l'amour passionnel, tu vois, qui ébouriffe tout dans ton âme. Et j'ai vraiment un point faible pour ce genre de message parce que je trouve qu'on n'accorde pas assez d'importance à toute la bonté chez par exemple des inconnus. Genre un petit mot par-ci par-là, un petit geste qui peut illuminer la vie d'une personne et même la libérer ne serait-ce qu'un peu de son fardeau. Enfin en fait on sait jamais comment nos actions peuvent impacter en bien ou en mal la vie d'une personne. Je sais que, enfin moi personnellement dans ma vie et je pense que vous aussi, genre tu sais quand dans ton quotidien, voilà, t'es un peu écrabouillé par pas mal de choses et tout. Il y a juste un petit mot ou un petit geste ou un petit sourire, tu vois, qui peut illuminer ta journée.
Et je trouve que c'est des choses à chérir. Est-ce que je vous perds peut-être? Je sais pas. Mais bref, on va passer à la suite, sinon je vais déblatérer encore plus. J'ai pu lire comme album Le Poisson qui me souriait de Jimmy Liao. En gros, c'est une histoire d'amitié entre un homme et un poisson. C'est une histoire un peu onirique où t'as un homme qui va pouvoir s'arracher de son quotidien harassant, de ses responsabilités professionnelles, le temps de nouer une amitié avec un poisson qui va lui permettre de se replonger dans une insouciance perdue, de renouer avec des plaisirs oubliés. C'était une histoire intéressante parce que ça montrait comment développer une amitié de manière saine, je crois. En fait, genre, je sais pas trop confiance à mon interprétation des albums de jeunesse parce que j'ai pas du tout l'habitude, mais je crois que c'est ça, parce que t'as l'homme qui va se prendre d'affection avec le poisson, du coup il va l'emmener dans un bocal avec lui, il se rend compte qu'il impose et il interprète les désirs du poisson selon ses désirs à lui. Ça montre petit à petit comment développer une amitié dans l'entente mutuelle, dans la sollicitude mutuelle, dans le fait d'essayer de comprendre l'autre même s'il est différent de toi, et qu'il n'y a pas de sacrifice à faire pour pouvoir conserver cette amitié là, et que en fait faut juste pas forcer les choses. Et voilà, moi c'est comme ça que je l'ai lu et j'ai trouvé très touchant. C'est pas un coup de cœur, ça s'est lu très vite, mais voilà, tout ce qui touche à l'amitié et tout, ça me fait toujours fondre. Pour 10 milliards, je suis trop contente parce que en fait je l'avais réservé à la médiathèque il y a un mois. Et c'est que maintenant où j'ai pu aller le récupérer, il était enfin disponible. J'ai pu récupérer mon album préféré de Jimmy Liao et de tout album confondu. En même temps, j'en ai pas lu beaucoup, j'en ai lu genre 3 dans ma vie. C'est Nuit étoilée, publié chez Rongfei. J'ai aussi la version taïwanaise parce que du coup j'avais découvert l'album à Taïwan pendant une exposition qui mettait en avant l'œuvre de Jimmy Liao et c'était super intéressant. Je pense que je vais devoir l'acheter également en français parce qu'il est juste trop beau et c'est en hardback. Voilà, moi je l'ai pas en hardback parce que c'était beaucoup plus cher. Je voulais vous en parler dans cette vidéo mais je pense que ça va prendre trop de temps et je pense que comme c'est un coup de cœur, parce que c'est sûr que c'est un coup de cœur, quand je l'ai relu je me suis mise à chialer. Voilà, je pense que je suis vraiment très sensible à la manière dont l'amitié est délivrée et représentée dans ce chef-d'œuvre et c'est pour ça que je pense que je vais consacrer une vidéo entière sur cet ouvrage là, parce que pour chaque coup de cœur j'ai l'habitude de consacrer une vidéo entière. Je trouve que voilà, c'est la meilleure façon pour rendre hommage et j'espère que vous serez au rendez-vous pour m'écouter parler de cet album qui... il est... Je vais rien dire, je vais rien spoiler. Alors, on est le 27 février et à ce jour, je n'ai lu qu'un seul roman en février. Mais je suis en train d'en terminer un autre, du coup c'est cool. Mais du coup j'ai lu 2 romans en février, alors que le mois dernier je me suis vantée d'en avoir lu 15. Bon, voilà, le karma. Ce roman, c'est le 2e tome de Celle qui devint soleil, celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan, publié chez Brajlon. J'ai fait un vlog lecture si ça vous intéresse sur Celle qui devint le soleil quand c'était sorti en France. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2... Ah, c'était interminable. Alors déjà pour le tome 1, de base j'adore l'univers parce que ça reprend un pan de l'histoire chinoise et ça va le revisiter sous forme de fantasy et ça c'est un processus que j'adore parce que je suis passionnée par l'histoire chinoise et j'adore la fantasy. Du coup tu me combines les deux bonheurs, mais franchement c'est un orgasme suprême. Cette histoire va développer l'ascension d'une dynastie à une autre, des Yuan au Ming, et proposer une revisite féministe du récit en mode et si l'empereur qui allait fonder la dynastie des Ming était une femme. Ce tome 2, comme j'ai dit, il était interminable, je trouve. Il y a une profonde plongée dans la psychologie, dans les états d'âme des personnages et ça aurait pu être intéressant parce que c'est des personnages poisseux d'immoralité. Tu t'englues, tu t'enfonces jusqu'à ne plus voir une once de bonté, d'espoir, d'humanité possible parce que en fait t'es englué, t'es prisonnier dans leur désespoir, leur détresse de justifier la douleur qu'ils éprouvent et qu'ils ont fait subir aux autres en allant jusqu'au bout pour accomplir un destin qu'ils ont choisi ou qu'ils subissent. Et c'est un chemin qui est semé de violence, de mort, de sacrifices, de crimes immoraux et tout, enfin de crimes immoraux évidemment, enfin il y a quoi comme crime qui est immoral, je sais pas. C'est quelque chose qui est dur parce que en fait ils s'enfoncent, en fait, ils se condamnent à eux-mêmes et tu te demandes toi, est-ce que genre ça valait la peine de sacrifier autant de chances, de sacrifier leur humanité? Et en vrai non. Mais ça se voit à quel point ils sont désespérés en fait de se raccrocher à ça et à se dire que la fin justifie les moyens. Mais c'était trop redondant, en fait ça développait beaucoup trop leurs états d'âme et ça se répétait. Le nombre de fois où le mot douleur était répété, franchement ça en devenait beaucoup trop lourd. C'est dommage parce que la pluie elle est jolie, vraiment il y a de bonnes images, de bonnes métaphores, mais ça en faisait trop. Et je pense aussi que comme ça faisait 1 an et demi que j'avais lu le premier tome, et ben en fait j'étais détachée pendant ce 2e tome des personnages que j'affectionnais, enfin c'est un grand mot puisque bon c'est des criminels et ils sont très
tordus psychologiquement, mais j'étais fascinée par leur psychologie, je voulais tellement apprendre à plus les connaître, et notamment il y a un personnage dans le tome 1, il était très en retrait, et il m'intriguait de ouf, il me titillait vraiment, tu vois, et je me rappelle j'avais rencontré l'autrice, et je lui avais parlé de ce personnage, elle m'a dit ouais t'inquiète dans le tome 2 il va être encore plus mis en avant et tout, j'étais waouh trop cool, alors que là en fait comme il y a pas mal de temps qui sont passés, bah j'étais un peu détachée, je me sentais pas forcément concernée par ce qui lui arrivait, et surtout que ça part dans tous les sens. Mais encore une fois, il y avait un côté fascinant au niveau des personnages parce que c'était imprévisible, tu vois, tellement ils sont déréglés avec leurs sentiments, des sentiments qu'ils s'interdisent parfois de ressentir parce qu'ils se disent que bah, ça va les bloquer, que ça va être que des obstacles, ou alors qu'ils sont incapables de ressentir tellement leur esprit il est complètement tordu en fait par tous les complots politiques, toutes les histoires de cours, tous les enjeux qu'ils doivent jongler pour pouvoir survivre et pour pouvoir asseoir une place importante dans la société. Même s'il y avait quand même pas mal de tensions parce que tu sais que tu te précipitais vers une tragédie inéluctable, mais j'étais quand même détachée de tous les plot twists et je sais pas, je suis trop dégoûtée. Après il y avait aussi une tension dans le sens où tu voyais des débuts d'humanisation ou de rehumanisation parce qu'ils se déshumanisent, mais ensuite tu sens qu'il y a quelque chose encore au fond d'eux qui peut encore éclore et les sauver de manière humaine, et du coup t'es là à attendre, est-ce que ça va pouvoir éclore, est-ce que voilà ils vont pouvoir changer, ou alors en fait c'est pas possible, quelque chose va interrompre ce processus, cette évolution possible. Ce qui est cool aussi c'est que même si au niveau de l'écriture je trouve que c'était redondant, mais c'était assez intéressant à lire parce que c'est très organique en fait, il y a un jeu au niveau du corps, de la sensualité, parfois ça crée une ambiance très malsaine, il y avait des dynamiques, des relations de personnages qui étaient intéressantes, enfin t'avais Ju et Ouyang qui sont les protagonistes du tome 1, il y a leur relation qui est développée et c'est tellement tordu et j'adore franchement, mais ça s'est interrompu mais c'est pas allé assez loin en fait. Il y avait tellement de potentiel parce que est-ce qu'on reverra ce genre de relation peut-être en dark romance, mais j'ai pas envie de dire de la dark romance en fait, et c'était pas de la romance, c'est ça qui était trop cool, c'est juste que c'était tordu, que c'était très très dérangeant, très perturbant, immoral, et c'est ça qui était cool. C'était pas de l'amitié, loin de là, mais il y avait une certaine compréhension, une entente qui sort de tout ce qu'il y a de plus boueux chez l'humain. Du coup, une petite déception pour un presque coup de cœur qu'a été le tome 1. Et sinon, là, je suis en train de... je suis trop contente de lire Rook de William Ritter, qui est en fait la suite de la saga de Jackaby. Jackaby qui est une de mes sagas préférées. Voilà, si vous recherchez une saga fantastique, sans prise de tête, hyper drôle, avec un personnage à la Sherlock Holmes, premier degré et tout, franchement vous allez vous éclater. Et là du coup on suit plus l'héroïne Abigail, et c'est l'une de mes héroïnes préférées parce que je trouve elle délivre des messages féministes dans son évolution, dans son parcours et dans ses rapports aux autres également, de manière naturelle en fait, pas du tout forcée, et c'est ça que j'aime bien et c'est hyper rafraîchissant. Et vraiment cette saga elle me fait tellement rire, et le fait de me replonger dans cet univers alors que je pensais que c'était fini, genre ça me fait trop du bien, c'est... je suis trop contente, je retrouve mes personnages que j'adore, et en plus j'adore la romance dedans, alors que normalement j'aimerais pas de base parce que ça se développe au bout de 2 jours, tu vois, mais le garçon il est trop mignon, mais vraiment il est trop mignon, la meuf aussi elle est trop mignonne, enfin bref voilà, ils sont trop mignons tous les deux, et... je suis trop contente. Mais j'ai également commencé d'autres romans. Je me suis remis à Akotar. Du coup, j'avais lu des premiers tomes. Là, je suis en train de commencer le 3. Alors, pas pour les bonnes raisons. C'est, je pense, pour des raisons toxiques. J'étais tombée sur une vidéo d'une booktubeuse que j'adore vraiment. Mais elle adore Akotar et moi, je déteste. Et elle avait dit un truc en mode Akotar, en matière de construction de personnages, c'est la série la mieux écrite en young adulte. Et ça m'a choquée et ça m'a dégoûtée. Voilà, je me dis... les personnages de Akotar les meilleurs en young adulte, mais on est mal barré. Le young adulte il va couler. Ça a ravivé ma rage, mon dégoût pour cette saga. Et en fait j'ai envie de justifier mon animosité, mon hostilité envers cette saga, mais de manière pertinente, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis, bah pour ça faut que je lise la saga. Parce que je peux pas me plaindre sur des trucs que oui j'ai entendu dire que telle personne a fait ça et tout. Déjà les 2 premiers tomes, je suis arrivée au bout des 2 premiers tomes, franchement je peux me féliciter quand même, tu vois. Genre ma haine est quand même justifiée, mais un peu pour plaisir coupable, je sais pas, en fait j'aime bien rager. Pas pour beaucoup de sagas, je crois que c'est surtout que pour Akotar et Shatter Me, c'est quoi déjà, écoute-moi, non pas du tout, ne me touche pas ou je sais pas quoi, cette saga, bref voilà. Je veux être capable de justifier, d'avoir des arguments pour dire pourquoi j'aime pas ces sagas là, et du coup je me dis pourquoi pas faire un vlog où je rage, mais tu sais c'est pas agréable, tu vois.
je sais pas. Mais en même temps c'est agréable pour moi parce que j'aime bien me défouler et j'aime bien consommer ce genre de vidéos. Est-ce que je suis quelqu'un de négatif dans la vie? Oui, peut-être. Mais je l'assume. Le fait de rager sur des œuvres, ça te permet d'apprécier encore plus la valeur de d'autres œuvres en fait, parce que ça te permet de relativiser. Du coup peut-être si ça vous intéresse d'avoir des vlogs où je rage, bah faites-moi part de votre intérêt, on verra. Sur une autre note plus positive, je suis en train de vite fait relire la saga de Daevabad, les 2 premiers tomes. Je les annote pour me replonger un peu dans l'univers, dans les personnages, dans les complots politiques, pour pouvoir mieux lire les derniers tomes de la saga parce que ça a été une saga coup de cœur en 2023 et j'ai peur que comme il y a un an qui est passé que j'ai une mémoire de caca, bah en fait quand je vais entamer le 3e tome, il y a plein de choses qui vont m'échapper et je vais pas réussir à m'investir comme je le veux avec les personnages, avec tous les complots, tous les axes scénaristiques et tout qui partent de partout et qui sont ultra passionnants. Et heureusement que j'ai recommencé un peu depuis le début parce qu'il y a plein de trucs que j'avais oubliés, genre les différentes cases, les enjeux, les divergences d'opinion et tout. Ça me permet de me remettre dans le bain de toutes les dynamiques complexes entre les personnages. Et sinon pour autre chose, est-ce que j'ai le temps d'en parler? J'ai commencé le live action de Avatar, le dernier maître de l'air. C'est un live action que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que Avatar, le dernier maître de l'air, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, en fait que vous ayez 5 ans, 15 ans, 25 ans, 35, 65 ans, je sais pas combien de temps, même si vous êtes mort, vous devez regarder cette œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est un dessin animé, mais c'est mature et en même temps c'est hyper divertissant, hyper rafraîchissant. Moi j'ai découvert quand j'avais 20 ans, tu vois. Et au début j'étais en mode ouais, c'est un petit dessin animé pour passer le temps. Mais c'est tellement intelligent, mais vraiment c'est tellement bien pensé, ça développe pas mal de thèmes comme au niveau de la guerre, de la toxicité familiale, parentale, de plein de choses, du génocide aussi, waouh. Voilà. Il y a des questions féministes, il y a un personnage qui au début est super sexiste et petit à petit bah, il va évoluer et c'est pas du tout forcé ou quoi, tu vois, et ça fait trop du bien. Et il y a le meilleur arc de rédemption ever avec Zuko, le BG, mon enfant, enfin incroyable, vraiment vous devez le voir. C'est comme ça qu'on écrit des arcs de rédemption et pas comme avec Louis Sand qui s'excuse même pas de ses putains d'actes et de crimes et qui se pose en martyr. Voilà. Zuko, un arc de rédemption de tonnerre, vraiment, c'est foudroyant, de génie, d'intelligence, de talent, d'émotion, c'est incroyable. Voilà, mais du coup, bah, j'étais très curieuse de voir le live action, et le trailer me hypait de ouf, ils ont réutilisé, remixé des musiques du dessin animé, enfin, franchement, j'en ai pleuré. Et j'ai regardé que le premier épisode, et je suis un peu dubitative sur certains développements de personnages parce que je sais qu'ils ont enlevé pas mal de traits au niveau des personnages, genre Katara, l'héroïne, elle est plus sage, tu vois, elle est plus douce, plus discrète, elle manque de confiance en elle. Voilà, Sokka qui est du coup l'un des protagonistes qui au début est sexiste et tout, bah en fait c'est super cool de voir son évolution, mais là en fait ils ont décidé de pas le rendre sexiste, du coup je me dis peut-être que son développement va être assez plat. J'ai pas forcément retrouvé l'humour du dessin animé, j'ai entendu dire des trucs par la suite qui me donnent pas trop envie de continuer, mais je vais quand même le faire parce que Zuko, son oncle, Aang aussi, ils sont super bien faits, enfin ils sont assez bien joués, mais j'appréhende quand même. Et surtout qu'on sait que les réalisateurs du dessin animé, de base ils devaient participer au projet de live action, mais ils ont démissionné. Et si eux qui connaissent sur le bout des doigts bah, leur œuvre, ils ont démissionné, c'est-à-dire qu'il y a eu des désaccords. On commence à se douter sur quel point, bah notamment sur le développement de personnages, et là, ouais, j'ai fini de parler, je vais vous laisser tranquille. Je sais pas du tout si cette vidéo a été enrichissante, moi ça m'a fait du bien de tourner ce vlog parce que j'ai pu bah, vous parler du festival avec des créateurs, créatrices, j'ai pu vous parler de mangas que j'adore, j'ai pu vous parler de Jimmy Liao, vite fait, que j'adore, j'ai pu bah, terminer une duologie, une saga et remplir un de mes objectifs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner également des conseils. Merci infiniment et j'espère vous retrouver pour d'autres nouvelles vidéos et d'ici là, très bonne lecture à vous, très bonne santé, très bonne vie, voilà, très bonne année, je sais pas. Et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!